Bienvenue dans ce débrief solo numéro 18. Le concept est simple, j'appuie sur le bouton et je vous débriefe de tout ce que je sais sur un sujet en une dizaine de minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu Bernard, je suis le créateur de ce podcast Bonne Réputation et je suis aussi expert et coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Ça veut dire que je les accompagne pour établir leur autorité sur leur domaine d'expertise dans un contexte tout le temps professionnel. Moi, mon but, c'est pas de créer ou d'aider les gens à devenir des influenceurs, en soi. C'est toujours des dirigeants ou des entrepreneurs qui sont dans un contexte professionnel et pour ça, je les accompagne à développer leur autorité sur leur, sujet ou thématique d'expertise et je remarque que tout le monde, a les mêmes problèmes. Enfin, beaucoup de problèmes reviennent souvent, donc c'est ça l'idée de cet épisode, c'est de vous partager ici de manière concrète et efficace, mon point de vue sur un problème qui revient souvent. C'est parti du coup pour ce débrief sur un point de vue un peu macro sur ce qui fait la différence à mon sens, après avoir accompagné plus d'une centaine de personnes, sur leur autorité, entre, ce qui fait la différence chez 2 personnes qui partagent du contenu, entre quelqu'un qui va devenir leader d'opinion et l'autre qui va rester, inconnu au bataillon. Et après avoir accompagné beaucoup de monde, je constate que c'est pas juste, la quantité ou même la qualité d'un contenu, il y a plein d'autres paramètres qui sont importants. Et donc je vais vous donner les piliers, que suivent, mes clients dans cet épisode, qui sont autres que qualité et quantité de contenu, qui fait qu'à force de constance, ils deviennent, pour certains, leaders d'opinion. Ça marche pas à tous les coups, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à voir. Il y a déjà un piège qui est celui de l'iceberg marketing dans lequel beaucoup de gens tombent. Il y a ensuite, la bonne stratégie, ça je vais vous donner les bons piliers et il y a le petit truc en plus et ça on verra à la fin, je vais vous donner des exemples concrets. C'est une fois qu'on a la bonne stratégie, la bonne recette, en fait, il y a pas une recette qui marche à tous les coups. C'est la différence entre un chef et quelqu'un qui quelqu'un qui crée la recette et quelqu'un qui se l'approprie vraiment et quelqu'un qui juste l'applique. En fait, il y a au-delà de la bonne stratégie, il y a des petites choses qui font vraiment la différence et ça, je vais vous le partager, aussi. Hem c'est parti. Je, hop, je partage mon écran pour ceux qui sont sur YouTube. Désolé pour le petit temps d'arrêt. Hop là, voilà. On est parti. Je voulais démarrer, avec, un piège, dans lequel, beaucoup de gens, tombent, qui est, le piège de l'iceberg marketing. Pour ceux qui nous suivent, sur YouTube, vous allez le voir, ce qui s'affiche à l'écran. C'est l'iceberg marketing, c'est un concept développé par, Pierre Hérubel, quelqu'un qui crée du super contenu, tout le temps en anglais. Donc pour ceux qui le suivent, il a un super LinkedIn notamment. Mais il a créé ce concept qui est intéressant du piège de l'iceberg marketing qui si on traduit en fait, notamment sur le personal branding, mène beaucoup de gens à se comparer aux autres sur les résultats visibles qu'ils ont, et non pas sur le travail, sous-jacent qu'on ne voit pas. Et en fait, le problème, c'est que sur le marché, il y a 2 types de personnes. C'est qu'il y a des personnes, connues et reconnaissables, auxquelles on peut se comparer. Il y a des personnes inconnues, alors qu'elles sont potentiellement aussi expertes que les personnes connues, mais, elles sont inconnues pour plein de raisons. Et le problème de personnes inconnues qui tombent dans le piège de l'iceberg marketing, c'est qu'ils se comparent aux personnes connues, donc qui ont réussi à trouver une recette et à la faire, voilà, à se l'approprier pour être visibles sur leur sujet. Et en fait, ils se comparent qu'à la partie visible de l'iceberg de ces personnes connues. Et donc ils vont se dire, ils postent, 3 fois, ils vont se dire: «Moi aussi je poste 3 fois par semaine comme la personne connue, mais aucun client ne me voit». Moi, je fais des vues. Il y a certains posts LinkedIn, qui génèrent de la visibilité. Je passe 5 000, 10 000 vues, mais j'ai 0 demande entrante. Moi, prends aussi la parole, mais en fait, c'est l'autre qu'on invite dans un podcast et pas moi. Là, en fait, il y a un biais, c'est que déjà, il y a peu de gens qui sur la somme de tous les experts qui arrivent à créer de la visibilité et de l'autorité sur leur sujet et qu'en fait, il y a un travail qui est invisible, qui se voit pas et qui fait qu'on se compare souvent pas aux bonnes choses. C'est ça le piège de l'iceberg, marketing, et ça marche en personal branding et en fait,
Le vrai sujet, c'est que c'est souvent ni la qualité, ni la quantité de contenu qui fait la différence entre un leader d'opinion et un autre qui reste inconnu, au bataillon. Et souvent, du coup, si on déroule le piège, c'est que ceux qui restent inconnus malgré leur effort, ils cherchent souvent à imiter la face visible de ce que font les autres. Ils se disent: «Bah, si je suis partout, on va bien finir par me voir». Ils se disent ils ont un podcast, ils font du LinkedIn, ils ont une chaîne YouTube et cetera. Et donc, moi, je vais tout lancer, je vais faire la même chose. Je vais lancer, un podcast, un LinkedIn. Et en fait, la vérité, c'est que ce qu'on voit pas, c'est que les gens, qui ont tout ça ont souvent, fait ça par étapes. Ils ont souvent eu des échecs, ils ont souvent galéré. On ne sait pas, ce qui leur apporte vraiment et ce qui leur apporte moins. Et donc, le piège, voilà, c'est de ça, c'est d'appliquer les canaux, un peu de la surface. Je vais, lancer un podcast, faire des posts LinkedIn, parler de tel sujet qui a l'air de marcher et cetera. Et ça, c'est la pire des choses à faire parce qu'après, on se dit: «Bah, je fais des efforts, ça marche pas». Parce qu'en fait, souvent, ça mène à aller, à diluer l'effort, à publier trop de messages, à parler à trop d'audience, à multiplier les plateformes. Et donc et donc souvent, ça, malgré les efforts, ça marche pas. Comment faire du coup pour se dire: «OK, je j'arrête de me comparer avec potentiellement d'autres personnes et je mets en place une stratégie leader d'opinion qui est longue, qui est difficile, qui est incertaine, mais qui à minima me ressemble». Moi, c'est ce que je mets en place avec mes clients. Ils ne deviennent pas tous leaders d'opinion parce qu'il y a quelque chose qui est inhérent à eux, à leur effort, à leur niveau aussi et au temps qu'ils acceptent d'y mettre. Et chacun ne part pas avec la même jauge de crédibilité. Mais j'ai accompagné plusieurs personnes qui sont leaders d'opinion. Samuel Coe dans l'immobilier, Amélie Schieber dans la tech, Laurent Brois dans les RH, j'en passe. Euh, En fait, le point commun entre tous ces gens-là, c'est que, bah, à la fin, ils sont invités dans les podcasts, leur post génère de l'engagement, leur audience grandit, de manière, qualifiée, les opportunités, viennent à eux et ils passent par, ils ont validé plusieurs piliers qui sont importants avant d'arriver à ça. Premier pilier, c'est qu'ils ont validé une cible ultra claire. Ils ont validé à qui je veux parler en priorité et quel est leur problème. C'est le b.a-ba du marketing. Je prends un exemple. Normalement, il est partagé à l'écran pour ceux qui me voient sur YouTube. Laurent Brois, il parle à tous les professionnels du recrutement, donc ceux qui sont dans le métier RH, recrutement, qui ont des difficultés à se rendre visibles auprès des entreprises. Cible, problème. Et en fait, ces postes, bah, ils finissent par résonner parce qu'en fait, ils parlent tout le temps à eux et ils parlent tout le temps de leurs problèmes. Et donc, il va analyser le marché, il va analyser, voilà, il va pouvoir développer plein d'angles différents, mais pour tout le temps parler à la même cible et tout le temps le même problème. Et ça, c'est super puissant dans le temps. Donc voilà, je ne reste pas longtemps là-dessus parce que le sujet de la cible et du problème, c'est le b.a-ba du marketing. Mais si ça, c'est pas validé, il n'y a rien d'autre qui marche. Ensuite, il y a le sujet du positionnement. Ça aussi, souvent, ça se voit pas, mais il y a un gros travail à faire. C'est super dur de bien se positionner. Souvent, on se dit, on réussit le positionnement quand on arrive à dire en une phrase à quelqu'un dans le contexte pro ou même dans le contexte perso, quand on nous dit qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Si on arrive à répondre par une phrase super claire, c'est qu'on est bon. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'il y a un petit problème sur le positionnement. Du coup, positionnement, en fait, il faut arriver à répondre à la question pourquoi et pour qui euh, je peux être utile et comment. Donc, c'est pour qui, quoi, comment. Et donc, le pour qui, normalement, on y a répondu. Le quoi, c'est ben, qu'est-ce que je fais, en fait, qu'est-ce que je propose. Et comment, c'est dans la manière de faire. Il peut y avoir plusieurs formats. Et donc, ça va être important aussi de se dire à quelle catégorie j'appartiens pour ma cible. Est-ce que je suis un expert? Est-ce que je suis un coach? Est-ce que je suis un CEO? Est-ce que je suis un formateur? Est-ce que je suis un écrivain? C'est important aussi de raisonner et de faire l'exercice empathique, de se dire, tiens, les gens vont me ranger dans une case. Est-ce que je peux pas un peu les aider à me mettre dans la bonne case pour eux? Même si moi, je me sens un peu étriqué, que ça révèle pas tout de moi et qu'il y a plein d'autres choses. C'est important pour les gens, le positionnement, c'est la porte d'entrée par laquelle ils vous découvrent. Et c'est important qu'il y en ait une, qu'elle soit claire. Et après, une fois qu'ils sont entrés, qu'on les connaît, on peut dire tout ce qu'on fait. Un exemple de positionnement intéressant, mais auquel justement il ne faut pas se comparer, c'est Marie Robert, la philosophe.
Elle est philosophe, donc elle est vraiment philosophe, donc elle se positionne comme philosophe. Et en premier sur son profil LinkedIn, on voit philosophe, autrice, conférencière. Donc elle se positionne en fait, elle a mis ces mots-clés qui sont vrais pour elle, auxquels il faut pas se comparer parce qu'on peut pas être d'un coup philosophe, autrice et conférencière. Il y a eu du temps avant qu'elle puisse dire ça. Mais aujourd'hui, elle se positionne comme ça parce qu'elle veut se positionner comme une penseuse, comme quelqu'un qui crée du contenu profond, qui fait des livres, qui est voilà, elle veut être invitée dans les conférences, elle est invitée à la radio, elle est invitée pour donner son point de vue et donc elle s'est positionnée comme une penseuse parce que dans le temps, elle a suffisamment travaillé pour pouvoir le faire. Et donc, j'ai fait exprès de donner cet exemple, c'est qu'il faudrait surtout pas la recopier. Voilà, elle a donné cette porte d'entrée penseuse, thinker, pour être invitée, pour voilà, et qui fait qu'elle est positionnée de manière très très haute, qui fait qu'aujourd'hui elle peut le faire, mais souvent ça c'est pas à faire. Il vaut mieux choisir une porte d'entrée. Souvent là, bah, typiquement quand on voit tout ça, on se dit waouh, bah, moi aussi je vais le faire, mais ça va pas marcher parce que on peut imaginer que elle a 70 000 abonnés sur LinkedIn, je crois qu'elle en a 300 000 sur Instagram, elle est invitée partout. On peut imaginer que ça, elle l'a construit dans le temps et qu'elle a d'abord été que philosophe, puis un jour elle a écrit un livre, puis elle a rajouté autrice, et puis conférencière après, et puis voilà. Donc, positionnement, on la met dans la catégorie des gens qui pensent, des gens qu'on va inviter pour faire une conférence, et je pense que c'est ce qu'elle veut. Et donc, potentiellement que elle répond à la question qu'est-ce que vous faites dans la vie, elle dit je suis philosophe ou peut-être je suis entrepreneur. Ça doit dépendre à qui pose la question. En tout cas, sa cible sur LinkedIn, c'est les gens qui sont intéressés par ses pensées. Elle fait beaucoup elle délivre du contenu sur des concepts, un contenu par jour. Et donc, c'est important pour elle de se positionner comme ça. Elle a rien à vendre directement sur LinkedIn et donc ça marche. C'est plutôt un appel à aller entrer dans son univers. Ensuite, on a parlé de cible, on a parlé de positionnement. Il y a un point de vue fort. Ça, c'est un paramètre super important. Chacun a un point de vue, chacun a une perspective à donner. On n'écrit pas juste des contenus sur une thématique de manière très froide. Et donc ça, une fois qu'on a sa cible et qu'on a comment je me positionne, quel est mon point de vue fort sur mon expertise. Et donc, il faut se poser vraiment ces questions de quelles sont mes convictions fortes dans mon domaine d'expertise. En quoi mon métier est-il le plus beau métier du monde? Quel est l'ennemi que je combats au quotidien? Qu'est-ce qui m'énerve? Et donc là, je donne un exemple qui se traduit bien en post LinkedIn. Ça, c'est un post de Samuel, un client que j'ai accompagné qui est leader d'opinion dans l'immobilier. Et lui, il défend le point de vue que le métier de conseiller immobilier ne sera jamais remplacé par l'IA parce qu'il est profondément humain, complexe. C'est un peu comme le dernier kilomètre en logistique. C'est la personne qui est dans les maisons en train de conseiller les clients. Et donc, il prend souvent position pour défendre ce métier, et y compris le sujet des rémunérations. Et donc là, il prend position sur la défense des rémunérations des gens qui bossent dans l'immobilier et qui sont sur le terrain. Et ça trouve un écho parce qu'il prend pas juste le sujet de la rémunération de manière plate et neutre. Il critique un état d'esprit en France où c'est vrai que l'immobilier est structuré de telle manière et culturellement aussi que ben on ne paie pas un conseiller immobilier jusqu'à qu'il y ait réellement eu une vente et la commission. Donc potentiellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent gratuitement en fait s'il n'y a pas de vente. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Moi, j'ai pas de point de vue vu que je suis pas du métier là-dessus, mais lui, il avance que ça c'est pas bien, que ça détruit la valeur du métier et que il voudrait se battre pour rééquilibrer ou en tout cas rendre plus juste la profession. Donc là, on a parlé de cible, de positionnement, du développement du point de vue avec l'exemple. Voilà, ça c'est un exemple de Samuel, juste pour l'exemple. On peut ne pas être d'accord. Voilà, on voit que juste le point de vue de Samuel, c'est quelque chose de tranché et sur lequel on peut s'opposer, qui peut créer le débat. Mais lui, il l'assume et donc c'est totalement aligné avec lui. Ensuite, il y a quelque chose qui doit être sous-jacent à toutes les communications, c'est le message, le ou les messages. Ça, c'est quelque chose qui sera pas forcément écrit noir sur blanc, mais qui est important, qui est sous-jacent, qui est martelé. En fait, on s'imagine que la communication, on est sur, comme, je le dis souvent ça, mais on a un marteau, on doit faire un trou dans un mur, bah, faut taper tout le temps au même endroit. Ça veut pas dire qu'on fait tout le temps le même poste, hein, mais ça veut dire que le message sous-jacent doit être quand même souvent le même.
Et donc le message, c'est vraiment lié, pour le coup, à votre proposition de valeur, à ce que vous proposez. Quelle est la transformation que vous proposez aux clients, sur toutes les personnes, qui vous découvrent par vos contenus? Qu'est-ce qu'elles doivent comprendre si elles vous lisent, ne serait-ce qu'une fois? Bah, moi, par exemple, là, j'ai pas d'exemple, visuel à montrer, mais le message sous-jacent que je donne dans mes contenus, c'est que je donne c'est qu'avec moi, vous allez comprendre tous les rouages ou tous les piliers, c'est l'objet par exemple, de cet épisode, pour passer d'inconnu au bataillon à leader d'opinion. C'est un message, c'est une transformation que je propose. Dans mes contenus aussi, j'ai un message assez fort sur le fait que la réputation, c'est à ne pas confondre avec la notoriété. Et donc la réputation, c'est un actif qui précède la notoriété et que moi, l'essentiel de mon travail, c'est de vous aider à travailler votre réputation et ensuite à l'amplifier. Et c'est très très important d'amplifier une bonne réputation parce que amplifier une mauvaise réputation, ça peut coûter très très cher. Donc voilà, cette idée que on n'est pas, enfin que une réputation peut être détruite par un volume de prise de parole et donc, j'essaie de corréler la réputation à la qualité et la notoriété, potentiellement à la quantité de contenu, mais c'est 2 sujets qui sont pas forcément, qui sont souvent vus comme étant ensemble et qui sont pas forcément, qui font pas forcément bon ménage si le travail est mal fait. Ça, c'est un autre message sous-jacent un peu plus fin, mais que j'essaie de faire comprendre, dans mes contenus. C'est mon point de vue en tout cas. Certains diront pour développer sa réputation, il faut, faire, 3 contenus par jour. Moi, je suis pas du tout d'accord. Voilà, là-dessus, j'ai un point de vue assez ferme. Cible, positionnement, point de vue, développer son point de vue, donner sa perspective sur son sujet. On a parlé de message. Maintenant, on peut parler de stratégie de contenu. Bah oui, en fait, à qui on parle, tous les combien de temps, quel format? Une fois qu'on a dit ça, la stratégie, c'est facile en fait. C'est quel sujet aborder, avec quel rythme, quel ton, quel format. Donc il y a pas mal de paramètres à nouveau. Et là, attention, le piège, ce serait de choisir les sujets qui buzzent et donc partir dans tous les sens ou juste essayer de choisir des sujets, originaux. Mais en fait, c'est un piège. Il y a pas besoin de choisir des sujets originaux pour avoir une bonne, stratégie. C'est pas ça qui fait la différence. C'est la manière de les traiter et si on a bien fait le travail des étapes d'avant, bah, on va traiter, le même sujet qu'un autre, mais d'une manière qui nous appartient et qui va faire mouche. Je prends un exemple. On a, Arthur Obeuf d'un côté, Thomas Wagner de l'autre. Ce sont 2 créateurs de contenu très, très suivis. Ils ont chacun, 200 000 abonnés sur, LinkedIn, mais peut-être même bien plus, sur, d'autres réseaux. C'est des influenceurs qui parlent du climat et en fait, ils traitent pas du tout, tous les 2 le sujet, de la même manière. Le premier, Arthur Obeuf traite, le sujet avec la conviction qu'il va plutôt falloir mettre une énergie d'amour pour traiter le sujet, inspirer les gens pour les mettre en mouvement. Le second le traite avec une d'autres convictions, une autre perspective. Globalement, je grossis le trait, mais il faut faire peur aux gens, pour les mettre en mouvement. Il faut leur signaler, les alerter qu'on va dans le mur, qu'on est en train de faire n'importe quoi et donc c'est 2 postures qui se valent parce qu'au final, elles servent la même cause et en fait, moi, ma théorie, c'est qu'ils touchent des gens différents. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'être alertées. Il y a d'autres qui ont déjà été alertées et qui sont peut-être un peu plus loin dans le cheminement, ça c'est ma théorie et qui du coup vont être plus touchés par Arthur Obeuf qui: «OK, maintenant qu'on est alerté, comment on fait pour pas rester trop anxieux et vraiment avancer, de manière concrète, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça?» Et donc, il y en a aucun des 2 qui a raison. À mon sens, ils touchent des personnes différentes. Ils adressent tous les 2 le même sujet, ils servent la même cause, mais c'est vraiment des messages et des posts, différents. Et donc, le fait qu'ils aient chacun, un angle, une perspective, un ton, allez voir ces 2 exemples, ça en fait des super créateurs de contenu qui fonctionnent aussi bien et qui traitent du même thème. Et c'est voilà, on voit vraiment là que la différence se joue ailleurs. OK pour la stratégie de contenu, une fois qu'on s'est dit ça, il faut se poser la question de quel canal, je choisis. On s'est dit: «Bah, OK, je vais parler à des gens, je vais avoir telle stratégie, mais je démarre où pour commencer?» Alors si vous avez déjà un canal, de prédilection, génial, sauf que si vous en avez pas, je vous conseille d'en choisir un et de faire un à la fois. Hem et justement pas copier des personnes qui seraient sur, plein de canaux à la fois parce que là, on va diluer l'effort et c'est super dur, en fait. Souvent une personne moi, par exemple, j'ai LinkedIn, un podcast, une newsletter. Déjà, j'ai du mal à tenir les 3 en même temps
ils ont vraiment des objectifs différents et c'est des années de travail. Donc, les gens qui percent, ils démarrent toujours sur un canal. Il faut toujours aller analyser, tiens, sur quel canal ils ont démarré de contenu, et par exemple YouTube, par exemple Insta, par exemple LinkedIn, et comment ils ont fait pour percer. Et souvent, une fois qu'on a percé sur un canal, on peut aller démultiplier ça sur d'autres. Mais du coup, pour choisir son canal, comment on fait? Moi, il y a 5 questions stratégiques à se poser, qui sont toujours les mêmes. C'est un, est-ce que ma cible est sur ce canal? Si c'est pas le cas, bah, on a fait le boulot, donc on le sait. Si c'est pas le cas, c'est mort. Quel est le niveau de concurrence sur ce canal? Peut-être qu'il y a plein de gens qui parlent déjà à cette cible sur le même sujet sur ce canal. C'est une question à se poser parce que ça va déterminer, la facilité ou non à percer. Suis-je équipé pour percer aussi? Ça, c'est une histoire de personnalité, c'est-à-dire, est-ce que par ma personnalité, je peux faire un minima 30 de mieux que la moyenne? Quelqu'un qui voudrait aller sur TikTok, il faut qu'il soit assez à l'aise à l'oral et facecam. S'il n'est pas assez à l'aise à l'oral et facecam, il vaut peut-être mieux qu'il aille sur LinkedIn où c'est de l'écrit et du texte. Ça, c'est la troisième question qui est importante. Combien de temps, ça c'est la question 4, je suis prêt à attendre pour que ma stratégie donne des résultats? Ça, c'est aussi une vraie question. Sur LinkedIn, ça peut aller très vite, sur TikTok aussi, mais sur Insta, sur YouTube, c'est des canaux plus matures, c'est plus long. Et ensuite, dernière question, c'est quel volume de trafic je peux capter avec cette stratégie? C'est aussi une vraie question à se poser au regard des objectifs qu'on a dans un contexte, professionnel. Ça, c'est la question des canaux et petit récap, ouais, pour vous dire que là, on a vu pas mal d'étapes. On a vu en fait, hop, les différentes étapes qui sont un peu la recette, mais il faut dépasser la recette, hein. La cible, le positionnement, le point de vue fort, les messages, la stratégie de contenu, le choix des canaux. Ça, c'est important, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Souvent, la bonne stratégie, c'est pas ça qui fait la différence, c'est les petits trucs en plus. Et donc, petit récap du coup, pour, pour devenir, leader d'opinion. Le point commun entre les leaders d'opinion, c'est ils ont fait ce travail-là et ça, c'est le travail sous-jacent. Maintenant, ce qui va faire vraiment la différence, je vais plutôt donner des exemples, c'est, qui développe une signature, un point. Alors, il y a le point de vue fort. Moi, je pense qu'il faut que vraiment le point de vue soit bien développé et je vais aller, reprendre l'exemple, d'Arthur Obeuf. Ça, c'est vraiment un truc important. C'est-à-dire qu'il a, lui, son point de vue, il en a carrément fait un livre et c'est souvent ça peut se traduire par des concepts et cetera. C'est, ne cherchez pas à être écolo, cherchez à être heureux. Ça, c'est un peu son mantra, c'est une conviction qu'il défend pour faire du bien au climat. Il faut d'abord chercher à être heureux. Il donne sa définition du bonheur et donc il en a écrit un livre et donc il a vraiment une thèse, un point de vue fort et ça, c'est très, très important. Simon Sinek, il est connu pour son Golden Circle, Why or What. Donc souvent, il y a un concept derrière, il y a une définition et ça, c'est vraiment important. Il peut y avoir une signature dans les contenus. Je reprends l'exemple de Marie Robert. Une fois qu'on a dit tout ça, elle s'est super bien positionnée, elle a fait un super taf. Elle a quand même une signature qui fait que dès qu'on voit ses contenus, on sait qu'on est chez elle. Et ça, c'est quelque chose d'ultra puissant, quel que soit le réseau d'ailleurs. C'est que elle a une signature déjà d'écriture. Elle démarre tous ses contenus par ceci est. Donc ça, c'est sa signature à elle. Et c'est audacieux de faire ça. C'est pas si facile. Et elle le tient depuis des années. Et elle écrit aussi des longs textes, pavés, pas mis en forme avec des bullet points ou ni aérés, ni tout ça et donc ça, c'est aussi sa caractéristique et elle accompagne ses textes toujours de photos en noir et blanc de personnalités connues, souvent des stars de cinéma ou de la chanson, donc des références culturelles et en fait, quand on la regarde avec sa signature, graphique, sa signature, de forme de texte, un peu pavé de contenu et ceci est, en fait, on sait qu'on est chez elle. On sait instantanément qu'on sait qu'on est dans son univers et ça, qu'on soit sur Insta, sur, LinkedIn, n'importe quel réseau, on sait qu'on est chez elle. Donc sa signature, ça c'est vraiment là, c'est du haut niveau déjà. On est sur du nec plus ultra de la com. C'est cherry on the cake, mais c'est vraiment, vraiment important. On est quasiment dans le design. Ensuite, une fois qu'on a dit on a parlé vraiment de ce qui fait la différence, c'est le point de vue fort. Là, j'ai parlé de la signature. Je voulais vous parler des insights. Pierre Hérubel est très fort en insight, je reviens sur lui. À chaque post de Pierre, je sais que je vais apprendre un truc et en fait, il apporte non pas une nouvelle connaissance, mais souvent une perspective, une méta-réflexion avec un angle de vue personnel
sur son domaine d'expertise, lui qui est le marketing, donc c'est pour ça que je le suis. Et ça, souvent, ça crée cet effet, on veut pas louper les suivants. Donc là, pour ce post à 4000 et quelques likes, c'est qu'en fait, il explique que quand on fait un contenu, bah, on fait pas juste un contenu. Il y a tout, bah, d'ailleurs, c'est un peu le sujet du podcast, hein. Il y a plein d'étapes qui mènent à un contenu et plein d'étapes qu'on voit pas. Et en fait, le design, c'est juste la petite cerise sur le gâteau. Mais qu'avant tout ça, il y a plein de choses qui sont importantes et qui font qu'il y a un bon contenu. Et lui, euh, il a ses insights. Et ça, c'est un insight, c'est que toutes les 7 couches de contenu, c'est quelque chose qui est pas, il l'a pas inventé, mais il l'a observé et il l'amène d'une manière personnelle. Et ça donne beaucoup de valeur aussi. Ça donne beaucoup de valeur à son contenu. Euh, Dernière chose un peu plus macro qui est important, c'est que si vous voulez du coup aller plus loin dans la création de contenu, devenir leader d'opinion et fonctionner par étapes et quand même développer plusieurs formats, il y a un truc que moi j'ai fait, que Charlie Asfara a fait, que j'appelle le triangle d'or du B2B, si vous êtes dans le B2B. C'est un exemple. Charlie Elias, il a LinkedIn, un podcast qui est du coup sur YouTube et une newsletter sur Substack. Moi, j'ai le même écosystème, à part que je suis beaucoup moins développé, notamment sur YouTube et Substack. L'idée, c'est pas de faire ça, c'est de se dire qu'en fait, il y a une secret sauce en B2B qui est assez efficace, surtout si vous créez du contenu sur le long terme, c'est d'avoir des contenus de flux et de démarrer par ça. La réalité, c'est que Charles Elias, il a démarré par LinkedIn, donc il a eu du flux, de la visibilité rapide, mais par contre, c'est du contenu éphémère et il possède pas son audience. Sur LinkedIn, on loue son audience, hein, on n'est pas propriétaire. Et ensuite, il s'est lancé sur son podcast. Et donc ça, c'est du contenu long de stock qui lui permet d'être référencé sur YouTube. Ça dure, c'est evergreen. Et donc là, c'est déjà puissant, beaucoup plus puissant dans le temps puisque c'est pas périssable. Mais on possède toujours pas son audience. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé une newsletter. Là, c'est un contenu de stock, mais qui fait de la rétention d'audience puisque les gens s'abonnent, laissent leur email. Et ça, dans le temps, ça lui permet d'avoir en fait, d'avoir une infinité de contenus. Il a des formats longs en podcast et en newsletter qui peut découper en format de cours sur LinkedIn. Tout s'auto-alimente et surtout, il continue d'avoir du flux et de la visibilité. Et petit à petit, il crée des contenus de stock qui lui apportent, avec des effets cumulés, de la visibilité dans le temps, pas immédiate, mais dans le temps, qui sont pas périssables. Et ça lui permet de faire de la rétention d'audience. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir du flux et du stock et des contenus qui font beaucoup de visibilité et des contenus qui font de la rétention. Ça, c'est la leçon. Ça, c'est une bonne leçon de B2B. Moi, j'ai le même écosystème. Et je pense qu'un dirigeant qui a des moyens peut mettre en place ces canaux-là assez rapidement, toujours en les faisant dans l'ordre, bien sûr, parce que LinkedIn, c'est un super laboratoire pour tester les contenus. Petit rappel et conclusion, la construction d'une marque personnelle, tiens, je vais remettre le tableau récap, ça consiste en la création d'une mémoire sémantique. Donc, ça prend du temps. Ça, c'est Romain Bouvet, qui est chercheur, ex-chercheur au CNRS et qui est chercheur du coup en neuromarketing, qui avait été invité dans ce podcast et qui disait très justement, une marque, c'est une mémoire, c'est un souvenir dans la tête des gens. On associe telle marque à tel mot, etc. Et donc, c'est pareil pour le personal branding, pour la marque personnelle. C'est une marque qu'on laisse chez les gens, dans la tête des gens qu'on croise, et ils se souviendront pas forcément de ce qu'on a dit, mais de comment ils se sont sentis et de 2-3 mots-clés. Et donc, la réputation étant ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce, c'est important de construire ce souvenir et d'aider à construire ce souvenir lié aux bons mots, aux bons champs sémantiques. Moi, par exemple, mon objectif, c'est que les gens, ils associent mon nom, Mathieu Bernard, à la réputation, au personal branding, à la même marque personnelle, à l'autorité. Si déjà ils se souviennent d'un de ces 4 mots-clés, j'ai réussi. Tout ça pour dire que ça prend du temps, que ça nécessite un gros travail que j'ai débriefé là dans ce podcast. J'espère que c'est clair pour vous. Pour avoir ce format débrief, ce format écrit et intemporel, abonnez-vous à ma newsletter, le carnet de Mathieu. C'est 2 fois par mois, sans pub, que du concret. Le lien est dans la description de l'épisode sur YouTube ou en podcast. Si ça vous a plu, partagez cet épisode à au moins une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. Et moi, mon métier, c'est coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Je suis dispo sur LinkedIn principalement. Je réponds bien sur LinkedIn si il y a besoin de conseils, si vous avez un retour ou si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements. Et il me reste à vous dire salut, ciao, ciao.